La Fédération a un nouvel ennemi. Une personne qui souhaite conserver son anonymat. Elle a décidé, sous la pression du nombre, de parler des suites douteuses d'un film aimé de tous. Encore. Vous voulez en savoir plus ? Attendez, avant qu'on commence, on peut parler de cette affiche ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On dirait un collage photo fait en cours de techno par un enfant de 12 ans. Un enfant pas doué. Les visages bien éclairés sur les corps mal photographiés, les angles qui collent pas, les expressions qui vont pas avec les positions du corps. Pourquoi ? Y a personne qui s'est dit qu'il valait mieux prendre réellement les acteurs en photo ? Hein ? Au moins, ils mentent pas sur la marchandise. Starship Troopers 2 débute très mal, avec un texte d'exposition. Alors, ce genre de texte peut très bien fonctionner, comme dans Star Wars. Ça nous replace le contexte général, et surtout ça nous met dans l'ambiance de ouf. Mais souvent, on va pas se mentir, ça veut juste dire que le film est tellement mal branlé qu'il fallait mettre un texte pour que les gens comprennent ce qui se passe. Y a qu'à voir toute la filmographie du V-Ball. Et c'est pas dans Starship Troopers 2, le direct-to-DVD, qu'on va trouver une ambiance de folie par-dessus le texte, hein. Mais en plus de ne pas du tout poser d'ambiance, ce texte contredit en 2 paragraphes. 2 la leçon que nous a donnée le premier film, 30 secondes après le début, en comptant les crédits. C'est hardcore. Le texte prend clairement le côté des humains, les présentant comme victimes semblables des insectes et comme héros héroïques de la guerre. Il faut comprendre que ce genre de texte d'introduction va modifier toute votre vision et votre lecture du film. Dans Star Wars, on nous raconte que les rebelles se battent contre l'abominable Empire. Comme ça, on sait direct qui sont les gentils et qui sont les méchants. On sait que le film sera une aventure héroïque du bien contre le mal. Donc ici, quand on nous raconte que les humains sont super gentils et que les insectes sont super moches et méchants, vous voyez le souci par rapport au premier film qui a passé 2 heures à nous faire comprendre, consciemment ou pas, que les humains puent la merde ? Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y avait un moyen très simple de faire cette exposition exactement la même, sans dézinguer le point de vue du premier film. Il suffisait d'intégrer l'exposition à l'une des vidéos de propagande de la Fédération. Comme ça, tu peux garder la description héroïque des humains, et tu gardes aussi la possibilité que cet héroïsme soit en fait biaisé par les manipulations de la Fédération. Et c'est que les 30 premières secondes. Donc, après ça, le film commence sur l'une des fameuses vidéos de propagande qui était si marquante dans le premier opus. Ce qui me fait encore plus questionner pourquoi ils ont pas juste mis le texte dans la propagande, mais bon, faut que j'arrive à tourner la page. C'est alors que la vraie histoire commence. On retrouve un groupe de soldats armés de lampes torches qui clignotent. Devise les yeux, Richard! On va les déstabiliser! Tous ces soldats au nom complètement oubliable sont bloqués par un orage super dangereux de l'espace sur l'une des planètes des insectes. Ils réussissent, après avoir abandonné leur chef et quelques autres troopers aux aliens, à trouver une tour sécurisée qui pourra les garder au chaud le temps que l'orage passe et que la flotte puisse venir les sauver. Sur place, ils trouvent un prisonnier abandonné là, qui est joué par Richard Burgi, que j'ai honte de l'admettre, je ne connais que à cause de Desperate Housewives. Je sais, il a joué dans Green Inferno, dans Hostel 2 et dans plein de séries américaines, mais pour moi c'est Carl, ok ? Donc, Carl, de Desperate Housewives, est en fait un capitaine qui a tué son supérieur parce que... Eh bien je sais pas en fait, je crois que c'est pas vraiment dit, mais en même temps j'ai autant de souvenirs de ce film que de ma soirée d'intégration en école d'art, donc ouais, désolé si j'oublie des détails. Le groupe abandonné au début du film au milieu d'une armée d'insectes débarque, c'est pas du tout suspicieux tout ça, mais bon, maintenant on a tous nos personnages. On a droit au black musclé qui ne joue aucun rôle dans l'histoire jusqu'à ce qu'il meure. Le petit jeune sans expérience qui ne joue aucun rôle dans l'histoire jusqu'à ce qu'il meure. Le mec en surpoids complètement bené qui ne joue aucun rôle dans l'histoire jusqu'à ce que... Ouais, c'est bon, vous avez saisi l'idée, hein. Le médecin charismatique, la petite brune timide qui, de souvenir, a une ligne de dialogue dans tout le film, l'intello snob qui traite tout le monde comme de la merde et qui a des lunettes pas du tout faites pour le combat, le mécano qui se cache de tout le monde et qui bégaye, la blonde qui passe la moitié de son temps à l'écran à poil et c'est pas une exagération, hein, au cas où vous auriez encore de l'espoir, le vieux général autoritaire, la sergente beaucoup trop cool pour ce film, qu'est-ce que tu fais là ? Et bien sûr, Carl, le vieux costaud expérimenté. Oh, et l'héroïne, bordel, je l'avais oublié. Vous voyez, genre, un galet, c'est elle, je serais pas fichu de vous décrire quoi que ce soit à son sujet. Si ce n'est qu'elle est toujours affublée d'une bonne couche de gloss, et que j'ai pas pu m'enlever de la tête le fait qu'elle a un sacré air de famille avec Ray. Donc avec un panel aussi large et original de personnages, vous vous demandez sûrement à quelle histoire palpitante on va avoir droit. Alien, The Thing, X-Files, Doctor Who, merde, Star Trek a fait ça plein de fois. Me demandez pas combien de temps j'ai passé à re-regarder les mêmes trucs. S'il vous plaît. C'est l'histoire en huis clos d'un parasite qui contrôle et ici consomme son hôte et qui va tenter de contaminer chacun de nos personnages si attachants. Et je dois dire que la gueule du parasite, c'est la meilleure idée du film. Non, attends, c'est pas le bon texte.
C'est la seule idée du film. Voilà. La contamination commence, si j'ai bien compris, je suis toujours pas sûre, par le mécano, la blonde, on va en parler de ça, puis le médecin, et tout le monde, très sincèrement, il se passe rien dans ce film, je vais pas vous le résumer, faut pas déconner. En gros, la porte marche pas, puis elle marche pas, tout le monde veut se taper tout le monde, sauf elle qui s'en bat les steaks, et à la fin, il reste que Carl et l'héroïne, ils se sacrifient pour absolument aucune raison, et l'héroïne se part pour donner l'info au commandement qu'il existe maintenant un insecte parasite et que Carl, il était super cool et super beau en vrai, et maintenant son image servira à jamais d'outil de recrutement pour la Fédération, qui décidément depuis le premier film a perdu tout son budget, déjà qui refile des lampes torches aux soldats à la place de balles, ils sont en plus passés d'un aéroport plein de recrues à 6 chaises pleines de recrues. Ah oui, et l'héroïne elle a un bébé et elle a peur qu'il devienne soldat. Voilà. Starship Troopers 2, héros de la Fédération, est sorti en 2004 et a été réalisé par Phil Tippett, qui est surtout connu pour avoir été le superviseur des dinosaures dans Jurassic Park. Est-ce que c'est pas le titre le plus badass que tu puisses avoir sur ton CV? Mais bon, il a aussi bossé sur Star Wars, Indiana Jones, Robocop et Twilight 2, 3, 4 et 5. Faites-en ce que vous voulez de cette info. Mais tout ça pour dire que le monsieur s'y connaît en effets spéciaux. C'est aussi lui qui a géré les effets des insectes de Starship Troopers premier du nom, tout de même. Mais en réalisation, à part Starship Troopers 2, il n'a fait que des courts-métrages, et le script, quant à lui, a été écrit par Edward Neumeyer, qui avait déjà écrit le premier opus, et... chapeau! Parce que ça se voit pas. Le film a coûté 7 millions de dollars, ce qui représente 5% du budget du premier film. Mais c'est pas très étonnant que le film ait été tourné quasi entièrement en studio, en moins d'un mois, sous lumière artificielle, avec des accessoires... et des effets qui parfois ont des coups de génie, mais souvent, non. Mais avec ce budget, et Phil Tippett qui était juste allé voir TriStars pour réaliser un direct to DVD de 5 millions de dollars dans son coin, et à qui on a refilé la licence Starship Troopers comme un vieux mouchoir croustillant, soyons honnêtes, ce film n'avait aucune chance d'être potable. Et même si je m'apprête à tirer sur l'ambulance alors qu'elle est à terre, Phil Tippett a tout mon respect pour avoir essayé de son mieux de se dépatouiller de la merde dans laquelle les producteurs de chez TriStars l'ont noyé. Donc essayons de ne pas juger ce film sur ses visuels, parce que ça c'est beaucoup trop facile, et je déteste me rendre la vie facile. Il y a 2 bons points à ce film. Oui, 2. Et on râle pas parce que c'est déjà 2 de plus que Hellraiser 9. La première chose, c'est l'idée même de faire un huis clos, avec un nouvel insecte parasite qui contrôle les gens. Même si l'idée n'est pas originale, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise idée. Je dirais même que si elle est aussi souvent réutilisée, c'est bien que les spectateurs l'aiment bien. Bon, on l'aime bien quand on tient aux personnages qui sont mis en danger, mais ça, c'est un autre sujet. Et je le redis, mais le design de ce parasite est super. Cette espèce de grappe d'œuf qui pousse sur la colonne et qui, une fois éclatée, se propage, comme quand on écrase une araignée toute gonflée pour la première fois de sa vie. Et pour une fois que les fameux arachnides qui, dans le bouquin, ressemblaient réellement à des araignées, ont une vague ressemblance avec elles dans les films, c'est à noter. Et la deuxième chose qui marche, c'est elle. Bordel, ce sergent est trop cool. Je sais pas ce qui s'est passé au milieu des gars teubés et des nanas à poil pour qu'on ait droit au sergent Rake. Ok, alors comparé à d'autres personnages tirés de bons films, elle paye pas de mine, mais laissez-moi vous résumer son histoire que j'ai volontairement gardée sous silence jusqu'à présent. Qu'est-ce que je fais bien mon travail, dites donc. Alors que tout le monde panique dans la tour sécurisée entourée d'une armée d'insectes énervés, Madame découvre un paquet de cigares qu'elle passera son temps à fumer. Elle est la seule à ne pas vouloir se taper qui que ce soit parce qu'elle est trop occupée à fumer, et quand l'héroïne lui raconte ses problèmes, elle lui rétorque que c'est normal de se sentir bizarre quand on est enceinte. Et oui, la madame en sait plus sur l'héroïne que l'héroïne elle-même, mais surtout, lorsqu'elle se fait attaquer par tous les soldats contaminés par les parasites à la fin du film, elle se fait elle-même contaminer. L'héroïne se cache dans le garde-manger muni d'un tuyau pas très efficace, Carl est ligoté et donné en pâture à une araignée, tout espoir a l'air perdu à tout jamais, jusqu'à ce que Rake se relève complètement shooté à l'adrénaline et muni d'une poêle à frire. Elle se débarrasse des autres soldats dans une séquence qui ressemble beaucoup à une parodie de slasher, allant du démembrement à la hachette jusqu'à l'exécution par micro-ondes de la tête d'un soldat. Et après, elle va sauver in extremis Carl qui est sur le point de bouffer de l'araignée, pour enfin, pleine de détermination, se tirer elle-même une balle dans la tête avant que le parasite ne prenne le dessus et ait une chance de la contrôler. Elle est trop cool. Mais pourquoi y a que elle qui est écrite comme ça? Si elle avait pas été là, j'aurais pu déclarer que le film était mal écrit de A à Z. Là, le fait qu'elle se démarque comme ça met encore plus en avant le vide intersidéral des autres personnages. Et puis, personne s'est dit, dans l'équipe de tournage, que c'était bizarre de reprendre une actrice qui avait déjà joué dans Starship Troopers 1. Non, parce que ce personnage n'a aucun rapport avec ce personnage, hein. Et pour finir avec les bons points, parce que je sais que ce qui vous intéresse c'est de me voir rager sur une cible facile, hein, je ne suis pas dupe,
C'est pas vraiment quelque chose qui fonctionne, c'est plus quelque chose qu'aurait pu être le film avec plus de budget et de temps. Je pense que ce que voulait souligner Tippett dans ce film, le thème, la critique sociale qui va avec, c'est la manipulation de l'image du héros, en l'occurrence celle de Karl, qui nous est présenté comme n'ayant plus vraiment confiance en la Fédération et en l'armée qu'il a déjà entubé avant le début du film, et qui se retrouve à la fin utilisé sans aucune vergogne pour cette même Fédération comme outil de recrutement. Le souci que j'ai avec ce message, c'est que finalement, il y a qu'au début et à la fin du film qu'il apparaît. Il aurait fallu disséminer des indices et des discussions sur le sujet un peu partout dans le film, plutôt que de rendre tout le monde chaud, tiens. Beaucoup d'aspects de ce film sont foireux. Je vais pas appuyer plus sur le manque abyssal de budget pour tout ce qui est visuel, je me remets toujours pas de ces flingues, ni de ce mannequin en mousse, ni de la mollesse extrême du montage qui serait difficile de vous décrire sans juste vous montrer le film. Ce qui m'a le plus manqué dans ce film, ce sont des personnages. À part Reik, et encore elle rentre aussi dans cette catégorie pour être honnête, tous les personnages sont uniquement des fonctions. Quand on débute le film, on sait déjà que les deux minorités vont mourir sans aucun but, que l'héroïne va survivre sans problème, que le vieux mentor va se sacrifier à la fin, même s'ils ont utilisé le cliché sans même essayer de le justifier. Bref, ce sont des personnages fonctions. C'est vide, c'est pas intéressant, ce qui est un problème majeur quand tu fais un huis clos d'horreur. Puisque comment veux-tu, d'une, que je supporte de passer 1h30 avec des morceaux de carton, et de deux, que j'ai la trouille pour des morceaux de carton. Dans Alien, j'ai les jetons parce que j'aime Ripley, et Parker, et Lambert, et Ash, et Brett, et Kane, oh mon dieu, Kane, et Jonesy. Et non, Dallas, tout le monde s'en fout en vrai. C'est pour ça que j'ai peur, je refuse qu'il meure. Et de l'autre côté, les slashers sont plus fun que terrifiants, parce qu'on ne tient absolument pas aux personnages et que la valeur du film vient du fait qu'on veut voir comment ils vont mourir. Là, c'est ni terrifiant ni drôle, puisqu'on ne tient pas aux personnages et qu'on ne les voit même pas mourir la plupart du temps. Sauf dans cette séquence-là, et ce très court moment où le mécano commence à se désintégrer. Ces deux moments montrent selon moi ce que Tippett aurait voulu faire, un film d'horreur en mode slasher de l'espace, cheap mais divertissant. Et dans ces deux très courts moments, le film est drôle. Ça me dégoûte que le reste n'ait pas pu être dans la même veine, et je pense sincèrement que c'est à cause des producteurs qui, je le rappelle, ont refilé la licence Starship Troopers à Tippett, alors que lui, il voulait juste faire un direct ou DVD tranquille pour pas cher. Et fatalement, une fois que le film portait le nom Starship Troopers, c'était impossible qu'il soit violent et marrant. Je me suis un peu éloigné du sujet là, non ? L'autre souci qui m'a sauté à la gueule au premier visionnage, c'est que ce film pique tous ses concepts à des œuvres déjà existantes. Pour faire une liste rapide, le coup du parasite en huis clos de l'espace est tiré d'Alien, l'insecte principal a besoin d'ingérer du sucre, comme dans Men in Black, le panel de soldats ressemble à une mauvaise photocopie noir et blanc de ceux de Predator, ils ont même repris les crédits façon sitcom kitsch. Ce film ressemble à tous les autres, et s'il avait été un direct ou DVD obscur comme ce que voulait faire Tippett, ça m'aurait pas du tout gêné. Mais là, c'est la suite d'un monument de la science-fiction, quoi. Mais, le plus gros problème de ce film, la seule chose que je ne peux pas mettre sur le dos du budget aussi rikiki soit-il, c'est que cette histoire contredit beaucoup trop d'éléments du premier opus. Ce qui est cocasse quand on se rappelle que c'est le même gars qui a écrit les deux. Comme pour le texte de présentation du début du film, toute l'histoire part du principe que les humains sont bel et bien les gentils de ce conflit, et que les insectes sont objectivement méchants. On passe d'aliens intelligents qui se défendent comme ils le peuvent dans le premier film, à un ennemi classique de slasher dans ce deuxième film. Même l'aspect utopique de surface si intrigant du premier, qui servait littéralement de camouflage à une critique en profondeur de la société qui nous était montrée, ici ça a complètement été oublié. Le sexisme par exemple est de retour en force avec ce personnage si cliché de la blonde qui n'est littéralement là que pour séduire tous les hommes de l'équipe, et que ces derniers regardent comme un putain de donut glacé. Dans le premier film, un des éléments de storytelling qui était répété souvent mais qui n'était jamais souligné par les personnages, c'était la mixité constante de tout, les équipes sportives, les troupes, les écoles, les positions de pouvoir, les dortoirs, les douches. Et dans ces environnements mixtes, on nous avait présenté une image du corps qui est juste un corps, rien de plus. Ça nous montrait une société qui n'avait pas cette fâcheuse manie de sexualiser absolument tout corps nu. Les personnages étaient tous à poil les uns à côté des autres et il n'y avait pas de regard de grosse dalle, pas de remarques, pas de pudeur, rien de tout ça. Et du coup, ça sous-entendait une égalité des sexes absolument parfaite. Et dans ce film, à quoi on a eu droit ? Une nana entièrement à poil dévorée du regard par tous les mecs présents, qui dégoûte toutes les nanas, ce qui est tout autant problématique, hein, et qui est montrée très longtemps. Si longtemps que ça en devient gênant, très sincèrement. Et pourtant, j'en ai rien à foutre de voir des gens tout nus, hein. Je montre même mes fesses sur YouTube, donc niveau puritanisme, on a vu mieux. Tout ça pour dire que le rapport des genres est revenu à quelque chose de plus classique pour Hollywood, malheureusement, qui objectifie la femme tout en la jugeant négativement pour quelque chose qu'un homme a écrit et filmé.
Et qu'on soit clair, le fait que les mecs soient représentés comme des zizi sur pattes sans aucun neurone actif une fois qu'ils voient une nana à poil, ça détruit tout autant ce que le premier film avait mis en place, hein. Le souci, c'est qu'une fois que tu enlèves son côté égalité utopique à Starship Troopers, tous les thèmes du film original se cassent la gueule et je vais pas refaire une analyse du premier film, hein. J'ai pas le temps, j'ai un chien à nourrir. Ce personnage est selon moi la représentation de ce que Starship Troopers aurait été si le premier film n'avait pas été fait par Verhoeven. C'est maintenant qu'il n'est plus aux commandes qu'on se retrouve avec un film de SF plein de testostérone, qui copie ses prédécesseurs à succès, n'a aucune direction artistique et surtout se retrouve sans aucune critique sous-jacente d'une société qui ressemble à la nôtre. On parle quand même d'une suite réalisée par quelqu'un qui était sur le tournage du premier, qui n'avait certes pas d'expérience de réalisation de long métrage, mais qui a assisté à la réalisation d'énormément de chefs-d'œuvre, mais surtout, on parle d'une suite écrite par le même scénariste que le premier opus, qui lui a passé des mois sur la pré-production et la production de ce film extrêmement politique, qui passe son temps en interview à expliquer comment le premier Starship Troopers est pour lui une critique de la militarisation des États-Unis, un gars qui a échangé non-stop avec Verhoeven sur ce qu'était fondamentalement le film, ses intentions, ses thèmes, ses critiques, et on se retrouve avec ça, et vous voulez la grosse blague finale? C'est lui qui a écrit et réalisé le prochain film. Nous continuons ce bulletin d'information avec... Hein? Mais qu'est-ce que vous fichez là? Non, attendez! Starship Troopers 3, c'est l'histoire de Rico, et oui, on retrouve notre mâchoire préférée alors qu'il est devenu colonel et va à nouveau faire face aux insectes. Le film débute sur une vidéo de propagande complètement et totalement au second degré. Le narrateur se demande si on va perdre, mais non, on est trop fort et on va les défoncer ces insectes, parce qu'on est super intelligent et qu'on a inventé la pelle. Mais attention, hein, c'est pas n'importe quelle pelle, c'est une pelle tactique. Elle a des petites dents au bout. Et elle s'appelle Doug. Putain, même lui il est dégueu. On apprend l'existence d'encore plus d'insectes, on découvre un système politique et judiciaire toujours plus extrême qui use de l'exécution à tout va, contre les pacifistes, contre les religieux, personne n'est à l'abri d'une exécution publique. Et, en plus de tout ça, on voit le porte-étendard, la tête d'affiche de l'armée de Starship Troopers, la personne qui prend les décisions qui dicteront l'avenir de l'humanité, l'homme le plus important de la race humaine dans cet univers, un chanteur de variété. Ce monde est voué à l'échec. Plus sérieusement, le Sky Marshal est simplement la figure représentative de l'armée, suivie constamment par une caméra, et qui aide celle-ci à maintenir une bonne image auprès du public. Il est montré comme assez trouillard, mais pas à l'extrême, et plus tard on découvrira que même lui était manipulé par quelqu'un d'autre. Il se rend sur la planète où se trouve Rico, accompagné d'un ancien subordonné de ce dernier, qui depuis la dernière fois qu'ils se sont croisés est monté en grade. Dix, l'homme aux lunettes pas du tout adapté au combat, au moins c'est cohérent avec le film d'avant. Il est accompagné de sa copine, le capitaine de la flotte Lola Beck, qui apparemment connaît bien Rico. Et chic, un triangle amoureux. Le trio, alors qu'ils prennent un verre patriotique dans le bar du coin, est confronté aux colons de la planète, qui sont montrés comme des pecnos pas très fut-fut, mais qui sont contre la Fédération et la guerre contre les insectes. Dix se fait un ego trip de haut gradé et veut faire emprisonner tout le monde, y compris Rico qui essaye de lui expliquer que les habitants de la planète ont leurs opinions et que c'est pas une démonstration de grade qui va changer grand-chose. C'est alors que la base est attaquée. Rico, qui est censé être sous arrêt, se retrouve vite aux commandes. Comment voulez-vous dire non à cette mâchoire? Le Sky Marshal est touché, il doit donc être évacué au plus vite par Beck, mais Dix décide de rester pour mener les troupes. C'est les au revoir déchirants, tout ça, je vais pas vous faire un dessin. Ah, mon homme, si viril, aux lunettes si pas faites pour le combat. Ne reste pas, tu vas juste crever, en fait. Non, je dois faire ça, parce que... Pour résumer, le vaisseau dirigé par Beck dans lequel se trouve le Sky Marshal et ses 4 personnages qui visiblement n'aiment pas du tout leur capitaine, même si on nous donne pas une seule bonne raison pour qu'ils manquent autant de respect à leur officier de commandement qui a l'air d'être tout à fait cordial avec eux, s'écrase sur une des planètes des insectes. Ils vont devoir traverser le désert pour une raison qu'ils expliquent, mais que j'ai pas retenue. De leur côté, Dix et Rico sont sains et saufs, sans qu'on ait eu droit de voir la bataille, faut pas déconner, on n'a pas le budget, acceptez juste le fait qu'ils vont bien. Mais Rico est toujours considéré comme traître, pour avoir voulu empêcher un combat de bar, je le rappelle, et donc bien naturellement, condamné à mort. Et Dix commence à douter du commandement de l'armée, représenté par elle, l'amiral Enolo Feed, qui fait tout son possible pour paraître suspicieuse. Il sauve Rico d'une façon très discrète, sachant que les exécutions sont diffusées en direct, je suis sûr qu'absolument personne ne se doutera de quoi que ce soit. Dix sauve Rico, donc, pour profiter du fait que tout le monde le croit mort, et le faire entrer dans un programme ultra supra secret de l'armée qui a développé des mechas.
Et il veut donc des gens discrets pour utiliser des mechas. Bon, Dix a des embrouilles avec l'amiral, qui va mettre en scène un attentat pour expliquer la disparition du Sky Marshal, en profiter pour dire que Dix est mort aussi, et accuser un terroriste pacifiste pour enfin s'en débarrasser. Mais elle demande à Dix de s'occuper du programme des mechas après ça. J'avoue que je saisis pas trop son plan, ni même si elle est censée être gentille ou méchante à ce stade. Pendant ce temps, on passe la majorité du film à suivre le groupe de naufragés de l'espace, qui tentent de survivre. La seule qui a l'air un tantinet sérieuse, c'est Beck. Les autres se plaignent, sont terrifiés, font de la merde et se mettent à prier. Alors au début du film, on nous a présenté la religion comme quelque chose d'interdit par la Fédération, puisque c'est trop pacifiste, et du coup empêche une partie de la propagande. Donc quand ces personnages se mettent à prier, Beck est extrêmement mal à l'aise et refuse de les rejoindre. Petit à petit, la religion qui nous était présentée comme un support moral et pacifiste se rapproche de plus en plus du fanatisme. Le Sky Marshal se met à parler comme un chef de culte, et tous les personnages, sauf Beck, le suivent aveuglément. Jusqu'à la fin du film, où l'on découvre que le dieu que le Marshal suivait et qui lui parlait est en réalité le chef des insectes. Dieu est un insecte qui a un design beaucoup trop cool. C'est un espèce de géant au design Lovecraftien directement sorti des entrailles de la Terre. Oui, c'est le truc que j'aime dans ce film. Et malgré le fait que le Marshal soit tué, que toutes ses paroles depuis le début du film ne valent plus rien puisqu'il était manipulé par les insectes, et que du coup la religion dont lui parlait n'existe pas vraiment, ce personnage, qui est l'archétype de la femme prude et religieuse qui comptait se marier avec un mec qu'elle venait de rencontrer pour aller s'installer dans une ferme et avoir une grande famille, elle décide de prier pour s'en sortir. On va essayer de décortiquer tout ce qui va pas dans ce fouillis plus tard, hein. Elle prie donc, et elle dit à Beck de prier aussi. Et ça marche. Ça marche, et Rico et toute son équipe de méca débarquent, et tout le monde est sauvé. Dix et Beck se marient, puisque dorénavant la religion est acceptée et même encouragée par la Fédération, pour la simple et bonne raison qu'ils ont découvert qu'ils pouvaient l'utiliser pour la propagande plutôt que d'essayer de l'interdire, et du coup monter tous les pratiquants contre eux. Et l'image du Sky Marshal qui a bien failli mener toute la race humaine à sa perte est bien entendu utilisée pour motiver les troupes. Ok, alors il y a pas mal de choses à décortiquer là. Starship Troopers 3 est sorti en 2008, directement en DVD, et réalisé, comme je l'ai dit, par Edward Neumeyer, qui a écrit toute la trilogie. Du premier film à 105 millions de budget, cette fois-ci on est passé à 9 millions. Mais le film s'en sort beaucoup mieux que le précédent, étant donné qu'il a été filmé en Afrique du Sud, ce qui est beaucoup moins coûteux que de tourner aux États-Unis. Mais globalement, la direction artistique est revenue en force par rapport au deuxième film. Entre les décors désertiques complètement blancs et qui contrastent avec un ciel bleu à la colorimétrie exagérée, les designs des insectes tout du long, et même les images infernales de la dernière bataille, visuellement, même si ça reste cheap, il y a clairement eu un gros boulot dans les équipes. Que ce soit décors, effets spéciaux, costumes, lumière, bref. Sur ce point-là, vu le budget, chapeau bas. Et dans son ensemble, en vrai, le film est pas une mauvaise expérience. Je le dis pour clarifier tout de même. Le divertissement est présent. C'est le premier film que Neumeyer réalise, et ça se voit. Mais c'est plus subtil que les soucis du film de Tippett. Ce film est sûrement celui qui nous en montre le plus sur la Fédération. On rencontre le Sky Marshal à la tête de toute l'armée, même si c'est plus un rôle de figure publique que de réel commandement. On voit l'amiral qui, elle, pour le coup, prend toutes les décisions. On voit les bureaux du commandement, l'ambiance qu'on y trouve, tout ça. Et sur le papier, c'est bien. Dans la pratique, on dirait les bureaux du Crédit Agricole de la Villedieu-sur-Tarn. Donc niveau impression impressionnante, c'est pas trop ça. Je dirais même que ça dessert l'image d'entité gouvernementale surpuissante du premier film. Comme très souvent dans le cinéma, on n'est pas obligé de tout montrer. Souvent garder quelque chose de mystérieux, ça vaut mieux. Surtout quand t'as pas les sous. Mais ils ont essayé. Pareil pour les exécutions publiques, ce qu'on en voit fait très... On n'a pas le budget pour avoir une foule de figurants, ni même une armée de caméras qui filment, donc croyez-nous sur parole, il y a masse de gens qui regardent là. J'aurais craché. Donc ce qu'on ne faisait qu'imaginer dans le premier film, nous est enfin montré, mais sans le budget ni l'imagination nécessaire pour aller aussi loin que... les films qu'on pouvait se faire nous-mêmes sur les personnes à la tête de la Fédération en regardant le premier film. Mais on en découvre aussi plus sur l'humanité qui doit vivre sous ce commandement. Tout au long du film, on entend parler d'un groupe pacifiste important, dirigé par un vétéran de la guerre contre les insectes, qui est donc un citoyen et de ce fait intouchable par la Fédération, qui se ferait un grand plaisir de juste l'exécuter devant les caméras. Ce personnage est bizarrement réaliste. Il n'a pas réellement de dialogue avec les autres personnages, donc il a aucune chance d'être mal écrit. Ce qui est un bon point, en un sens, et ces manifestations pacifistes ressemblent à des choses que l'on peut très bien voir dans notre réalité. Et cette représentation antimilitariste réaliste
va nous permettre de voir le génie manipulateur de l'amiral qui, confronté à la disparition du Sky Marshal et la nécessité de faire disparaître Dix, va mettre en scène un attentat de toutes pièces pour expliquer la mort de ces deux-là au grand public, et elle en profite pour accuser un pacifiste. Un pacifiste d'avoir attaqué un lieu public. Donc, comme dans le premier, si les gens se posaient 2 secondes pour réfléchir à ce qu'on leur raconte, le mensonge serait plutôt évident. Mais c'est juste assez tiré par les cheveux pour être vraisemblable. Exactement comme le coup de la météorite du premier film, qui ne peut juste pas venir des insectes si on prend en compte les lois de la physique. En fait, il y a pas mal d'éléments scénaristiques intelligemment déduits du premier film ici. Par exemple, comme dans le premier film qui pourtant s'est passé des années avant cette histoire, la Fédération ne considère toujours pas les insectes comme intelligents. Mais cette fois-ci, il est clairement montré qu'ils évoluent plus vite que nous, et ont pris le dessus, pendant que les humains, trop attachés à leur statu quo militariste, n'ont pas évolué d'un poil de popotin, et ont juste inventé Doug. En plus des manipulations de masse de la Fédération, on a l'idée des exécutions publiques qui avaient été vite fait abordées dans le premier film, et qui est ici utilisée comme un élément intégral du scénario, ce qui est une bonne réintégration de l'univers que l'on connaît déjà. On découvre la façon dont les gens perçoivent ces exécutions publiques, et à plus grande échelle, la propagande de la Fédération. Et ce qui est plutôt sympathique, c'est qu'on a 3 visions de la chose en une scène, celle du bar. D'abord, il y a Dix, qui est complètement patriotique et qui se réjouit de voir des traîtres mourir à l'écran. Je rappelle que pour être considéré comme un traître, il suffit d'être pacifiste, ou religieux, ou même juste d'empêcher un combat de bar. En face, on a les colons, paysans, qui vivent loin de la terre et voient la Fédération comme barbare et injuste. Et au milieu de tout ça, on retrouve Rico. Parlons un peu de Rico, tiens. Rico, qui est continuellement appelé le héros de la planète P, celui qui a capturé l'insecte. Je crois que Numeyer a dû oublier de regarder le film qu'il a écrit. Mais si je devais faire la liste de toutes les incohérences pratiques qu'il y a dans le film, on serait bloqué là pendant des heures, donc faisons comme si de rien n'était. Dans le premier film, Rico n'était qu'un rouage de plus dans la Fédération. Il participait à un système foireux sans jamais le remettre en question. Dans ce film, avec les années qui sont passées, notre petit Rico a changé. Il a mûri, a vécu plus de batailles et semble s'être pas mal assagi. Bon, en même temps, on va pas se mentir, il était pas très fut-fut dans le premier film, hein. C'était pas ce que Verhoeven avait vraiment mis en avant. No shame sur Rico, hein. Mais ici, il est beaucoup plus calme. Il ne se jette plus dans des batailles ridicules comme dans le premier. Au contraire, il les arrête. Il applique des stratégies militaires, genre des vrais de vrais, hein, qui permettent à ses hommes de survivre face aux insectes. Et il a pas l'air plus enjoué par la Fédération que ça. En face de Dix, je dirais même qu'il est plutôt sceptique. Il ne veut que se battre efficacement contre les insectes pour aider la population. Le haut du panier, il s'en carre. Ce qui fait que Rico répond beaucoup plus à l'idée qu'on se fait du héros classique que son personnage dans le premier film, qui était censé être une représentation critique de ce cliché. Et je suis plutôt mitigé sur ce choix, pour être honnête. D'un côté, ça nous offre une bonne évolution de son personnage, qui heureusement n'est pas une copie conforme du Rico du premier film, mais en faisant ça, il devient ce que le premier film avait utilisé comme énorme cliché et critiqué pas mal. Et ouais, des fois on n'a pas de réponse claire si un choix scénaristique est bon ou mauvais. C'est un choix avec ses bons et ses mauvais côtés. Plus tard dans le film, Dix remet en question les dirigeants de la Fédération, ce qui pourrait nous faire définitivement comprendre qu'elle n'est pas une bonne forme de gouvernement. Et je pense que Numeyer lui-même la considère comme mauvaise. Mais en même temps, vers la fin, il retourne sa veste avec le programme des armures de combat, qui sont d'ailleurs tirées du livre d'origine, tiens, et qui sont montrées comme super cool et très efficaces contre les insectes. Et finalement, la Fédération, c'est pas si mal. On va revenir sur le sujet, mais l'un des plus gros problèmes de ce film, c'est qu'il est brouillon, fouillis à tellement de niveaux, ça rend n'importe quel message que le film voudrait nous faire passer difficile à déchiffrer. On va se débarrasser de ça tout de suite, ce film n'a pas 2% de la subtilité du premier, dans les messages, dans la réalisation, et bizarrement dans l'écriture aussi. Numeyer a décidé d'y aller fort dans la satire et tombe dans une forme d'humour qui n'aide pas forcément ses intentions. Y a qu'à voir la vidéo de propagande d'intro du film pour s'en rendre compte. Le ton est beaucoup plus exagéré et complètement assumé comme drôle avec l'avancée technologique qui nous donnera enfin le dessus sur les insectes. Doug. Et c'est pas la seule blague assumée, hein. Le juge qui s'occupe des exécutions publiques ultra médiatisées là, c'est pas un marteau de juge qu'il a, c'est un attendrisseur à viande. J'ai dit que c'était pas subtil, hein. Le ton est donc beaucoup plus humoristique que dans Starship Troopers. Sauf qu'une des nombreuses forces de ce film, c'est qu'il se prenait énormément au sérieux. Les personnages faisaient des blagues, mais le film, lui, n'en faisait pas. Ici, on a le coup de la pelle, le Sky Marshal chanteur de variété, le mec pudique, la blague du petit kiki, le montage final qui superpose des gens qui prient à de la grosse baston et des explosions de tous les côtés.
C'est le film qui essaye de nous faire rire. Ou plutôt, c'est Numeyer lui-même qui essaye de nous faire rire et de ridiculiser la Fédération. Mais du coup, la Fédération, qui était une mise en garde honnête et importante dans le premier film, devient une caricature que l'on ne peut pas prendre au sérieux. Ce qui rend la mise en garde impossible, puisqu'un tel système politique à l'échelle planétaire ne serait pas viable, alors que celui du premier film l'était complètement. Le plus gros message de ce film tourne, selon moi, autour de la religion. Je sais pas pourquoi, je crois que c'est ça. Tentons donc de décortiquer tout ça parce que c'est loin d'être clair. La religion est introduite dans le film dès le début, lors de la première vidéo de propagande. Elle est montrée comme interdite, ou en tout cas très mal vue par la Fédération. Ce qui est quasiment de suite contredit lorsqu'on voit un soldat faire le signe de croix avant une bataille, devant tout le monde, sans que personne lui dise quoi que ce soit. Alors que 2 secondes avant, on a bien vu que le gouvernement est plutôt sévère vis-à-vis de l'application de leurs lois. Mais ok, admettons. Donc tout du long, la religion est censée être mal vue. Mais après s'être écrasée sur une planète déserte, il s'avère que sur 6 personnages, il n'y en a qu'une qui ne pratique pas ou qui ne se convertit pas jusqu'à la toute fin. D'une, ça contredit l'idée que les religieux se cachent et sont en sous-nombre, et de 2, ça se mélange étrangement à l'aura de culte qui se dégage du Sky Marshal et qui s'avère être un gros indice sur le twist de fin. Et les autres personnages qui sont croyants, ou qui se convertissent pour des raisons superficielles, ou par désespoir. Et elle qui refuse et qui du coup a l'air complètement fermée d'esprit. Et de 3, bah à la fin ça marche. Donc au final, la religion, c'est bien, et du coup, la religion se retrouve encouragée par la Fédération, une fois qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent l'utiliser pour la guerre. Qu'est-ce que tu essayes de communiquer, film ? Edouard, c'est quoi l'idée ? De critiquer la religion ? De critiquer ceux qui la critiquent ? Explique-moi, Edouard, je veux te comprendre. Ok, alors, je crois que ce que Numeyer a essayé de critiquer, c'est l'utilisation de la religion à mauvais escient. La religion, à la base, n'a rien de mauvais. Elle véhicule des idées de partage, d'amour du prochain, tout ça. Mais, utilisée par les mauvaises personnes, elle peut servir à la violence. Je crois que c'est ce qu'il voulait dire. Mais c'est tellement brouillon. Le Sky Marshal, je le comprends comme une représentation du faux prêcheur aux belles paroles et qui au final est manipulé de tous les côtés. Donc ok, il faut pas croire tout le monde, c'est noté. Mais en face, t'as la blonde qui boit les paroles de n'importe qui fait du forcing pour que tout le monde prie avec elle, sans considération pour le personnage non croyant, qui veut se marier avec un inconnu qu'elle a rencontré il y a 2 heures pour avoir plein d'enfants à la campagne, qui même une fois que son chef de culte est révélé comme manipulé par des aliens qui veulent utiliser la tendance humaine à se rallier derrière une personne, que ce soit par le culte de la personnalité ou la religion en l'occurrence, pour annihiler une bonne fois pour toute la race humaine, elle continue de prier. Elle est un véritable cliché ambulant sur énormément d'aspects négatifs des gens religieux. Donc s'il y avait que le Sky Marshal et la blonde, on aurait un portrait quand même pas très flatteur de la religion, on est d'accord. Mais le seul personnage qui n'a pas suivi le Marshal dans ses croyances, qui vient de voir qu'elle avait raison de ne pas le croire, puisqu'il est passé à un poil de fesses de fournir toutes les informations nécessaires aux aliens pour détruire la Terre et tous ses habitants, qui tout le long du film a fait preuve de plus de ressources que tous les autres et a gardé la tête froide, elle se met à prier, parce qu'il y a des robots géants qui viennent les aider. Ça n'a pas de sens. Elle est montrée comme assez futée pour déduire que ces robots géants qui ont des formes humanoïdes et qui débarquent sur la planète où s'est écrasée la personne la plus importante de son gouvernement viennent de la Terre. Pourquoi elle changerait à ce point-là, à ce moment-là ? Qu'est-ce que c'est que ce fatras d'idées qui se contredisent toutes ? Tout ça pour qu'on ait le moment badass des armures méca qui défoncent tout à la fin ? Et qu'on soit clair, ce montage final où Numeyer superpose la violence et la religion, très littéralement, c'est du second degré. C'est tellement long et exagéré et mis dans un film avec des personnages qui critiquent autant la religion et la violence, c'est pas possible que ce soit pas du second degré. Ça devient d'autant plus clair quand, après la bataille finale, la religion passe d'interdite à encouragée par la Fédération une fois qu'elle peut servir d'outil de propagande. La même Fédération qui a créé Doug. Le seul élément du film qui me fait dire que Numeyer ne voulait pas critiquer l'idée de religion dans son ensemble, c'est le fait qu'au début du film, celle-ci est montrée comme pacifiste, antimilitariste, anti-propagande, etc. La religion telle qu'elle est montrée comme positive. Tout ça pour dire que je suis certaine que Numeyer avait de grandes idées pour cette suite. Il a voulu faire évoluer les personnages et le lore qu'il avait aidé à créer pour le premier film, continuer de critiquer le système fasciste et militariste de la Fédération, tout en montrant que dans cet univers, tous les habitants ne sont pas en accord avec leur gouvernement.
À ça, il a voulu rajouter une critique de la religion ou de son utilisation, je vous laisse décider, mais en plus, il voulait montrer le système judiciaire qui irait forcément avec ce genre de gouvernement. Ce à quoi ressemblerait une opposition pacifiste, ce qui se passe dans les rangs du commandement de la Fédération. Comment réagissent les humains qui ne sont pas citoyens? Comment les insectes évoluent pour pouvoir enfin se débarrasser de nous? Jusqu'à nous comprendre mieux que nous-mêmes, puisqu'ils finissent par utiliser un de nos plus gros points faibles en tant que société, par la manipulation de la personnalité qui a le plus de pouvoir dans le gouvernement au travers de sa religion, qui ressemble énormément à la manipulation de masse faite par l'amiral dans le film, par l'utilisation de l'image du Sky Marshal et du culte de la personnalité qui l'entoure. Edouard, des fois, moins c'est mieux. Toutes ces idées séparément ont un super potentiel, et rentrent complètement dans l'univers et les thèmes de Starship Troopers. Mais moins quoi. Choisissons 2 ou 3 et fais-les à fond. Là, il y a tellement de messages de tous les côtés et qui vont dans tous les sens parfois, qui se contredisent même, qu'on en ressort sans vraiment comprendre ce qu'on a regardé. Un thème bien construit vaut mieux que 10 faits sous la jambe. Et attendez avant de partir, j'ai des petites annonces à faire. Tout d'abord, la chaîne a maintenant un Discord. Je vous mets le lien en bas, n'hésitez pas à venir faire un tour. Ensuite, si jamais vous pouvez vous le permettre et que vous en avez méga supra envie, j'ai fait un Utip principalement pour pouvoir faire la tasse. Voilà, vous pouvez acheter la tasse si vous voulez. Aucune pression. Vraiment, j'insiste. Si vous avez jamais vu, j'ai une chaîne Twitch et un Twitter, voilà, si jamais ces 2 trucs vous intéressent, n'hésitez pas à venir me faire coucou. Pour ce qui est de Starship Troopers, je crois que je vais m'arrêter là, il faut que j'arrête les franchises, hein, c'est beaucoup trop crevant, on verra bien ce que sera le prochain sujet. Comme d'habitude, partagez, abonnez-vous, ciao!